intéressant à illustrer aussi maintenant toute la thématique des conducteurs de cette après-midi sur à quoi ça sert un collectif et comment on mesure l'impact d'une manière générale du collectif et des projets de préservation des forêts. Donc maintenant qu'on a parlé collectif et qu'on a entendu les porteurs de projets membres justement expliquer ce qu'ils font, là maintenant on va décortiquer un peu plus tout le travail qui a été fait autour de la mesure d'impact. On a la chance d'avoir Catalan, qui est rentré du Bénin et qui va pouvoir témoigner de son expérience. Et du coup, Charlotte va pouvoir lui poser quelques questions à ce sujet, s'il te plaît. Alors, on va parler de mesure d'impact. Je me dois saluer. Avant de donner la parole à Catalan, on a la chance d'avoir celle qui depuis 2 ans est sur le terrain et connaît très très bien le sujet, donc on lui a prévu une petite demi-heure je pense pour répondre à nos questions. On s'est dit avec Solène que c'était aussi important de vous recontextualiser comment on a fait pour en arriver là aujourd'hui, parce que la mesure d'impact c'est un sujet de fond qui nous anime au sein de nos structures depuis plusieurs années, et comme l'a bien expliqué Jonathan, Fortrees est né aussi finalement un peu pour répondre à nos problématiques, et il faut se recontextualiser dans les années 2019-2020, après la COP21 où toutes les entreprises ont envie d'investir dans des projets de reforestation, de restauration, où il y a cet engouement, un peu moins aujourd'hui, mais qui était en tout cas très très présent à l'époque. Et donc on voit, nous, acteurs pourtant un peu historiques, émerger des nouvelles structures qui vont nous parler de compensation carbone, qui vont nous parler de plantation d'arbres. Et on voit tout cet argent qui est orienté aussi dans des projets qui ne sont pas forcément toujours les plus vertueux. Et comme disait bien Jonathan, en fait, on s'est regroupé, c'est lui qui nous a dit, attendez, on va se mettre autour de la table, on va essayer d'identifier qu'est-ce qu'un bon projet. Et en fait, en partant un peu de ce constat-là, on a tous été d'accord pour dire qu'il y a des actions très diversifiées pour préserver les forêts, il n'y a pas une solution, il y a des contextes très différents, là on intervient même dans un même écosystème tropical, on peut avoir des solutions différentes, donc il faut qu'on arrive à faire travailler un peu ce collectif. Et donc on a eu 2 groupes de travail qui ont été, et justement la Maison du Monde y a participé, qui ont été financés grâce à la Maison du Monde, sur la compensation carbone et sur l'identification des indicateurs de mesure d'impact. Ça a duré presque 3 ans, donc vous imaginez 3 ans, on était bien au moins une dizaine autour de la table avec les différentes structures, donc c'était un travail de fond et qui a montré que c'était un sujet qui était hyper important pour les porteurs de projets, mais aussi pour les mécènes qui se posaient des questions en disant je veux faire quelque chose de positif, mais à qui je donne de l'argent. Et donc on a abouti en 2021, un fameux référentiel avec une 50aine d'indicateurs. 50 indicateurs, c'est assez énorme, qui étaient regroupés en, on va dire, 3 grands ensembles. La connaissance des écosystèmes, quels sont nos impacts sur ces écosystèmes forestiers. Un autre axe beaucoup plus humain, quel est l'impact de nos actions sur les humains, les bénéficiaires, les communautés avec qui on travaille, et un impact sur le territoire, sur les ressources globales du territoire qui peuvent aussi être impactées par nos activités. Donc ça faisait un grand panel d'activités, et on s'est dit qu'on ne pouvait pas s'arrêter là parce que c'était trop flou. Ce qu'il faut avoir en tête, et c'est un peu différent en France, on a la chance d'avoir des organismes institutionnels qui font des recherches. On a 200 arbres sur la flore française dans nos forêts, donc on a beaucoup de bibliographie, on a beaucoup de données, on a beaucoup de data. Sur les projets dans lesquels on intervient, c'est quand même quasiment à chaque fois néant. Et donc pourquoi est-ce qu'on parle de temps long aussi? C'est parce qu'on a besoin d'aller collecter des informations, on a besoin de mesurer, on a besoin d'inventorier, on a besoin de faire beaucoup d'enquêtes sur le terrain. Donc ça prend du temps, ça demande aussi des moyens que chaque finalement porteur de projet va faire à sa hauteur. Et donc on s'est dit qu'il fallait qu'on arrive à simplifier la lecture de ce qu'on faisait. Ça a été un peu l'enjeu de pouvoir recruter Catalan pour cette mission-là, en se disant on a tous une expertise, comment est-ce qu'on la met à contribution, et Jonathan avait aussi clairement mis en avant cette compétition, c'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé chacun sur des techniques vraiment spécifiques, c'est un atout pour nous, pour essayer de chercher des financements, et là on est prêt à tous mettre en commun parce que derrière il y a quelque chose de plus fort qui nous anime. Et donc Catalan a fait ce travail-là, et je pense que tu vas le présenter, d'identifier une sélection d'indicateurs qui vont être beaucoup plus simples à mesurer pour avoir une méthodologie commune
qui va permettre de valoriser beaucoup mieux ce qui est fait. Et je pense que pour nous, porteurs de projet, c'est vraiment ce travail d'amélioration de nos pratiques qui nous anime. C'est comment est-ce qu'on arrive à toujours faire mieux avec des méthodologies qui sont comparables. Et aussi peut-être pour vous, et on en parlera peut-être en fin de journée, comment est-ce qu'un mécène peut aussi mieux lire et mieux identifier les axes sur lesquels il a envie de financer. Donc, je me tourne vers toi après avoir dit tout ça. Et j'ai même 2-3 questions que Célène m'a préparées, donc je vais les lire. Donc, Catalèche. Je les retrouve. Voilà. Et je vais te présenter un peu ça. Tu as préparé des slides, donc c'est parfait. Quelle est ta méthode de travail avec les 4 membres de Fortrees? Merci beaucoup pour cette première question. Donc, tout d'abord, bonjour tout le monde. Je vais vous parler du coup de mon expérience terrain principalement, puisque c'est là que j'ai passé les 2 dernières années. Plus précisément au Sénégal, sur le volet sénégalais du programme Résister, mis en œuvre par Initiative Développement. Au Bénin, avec le projet Ranzou mis en œuvre par UMI, et enfin avec 2 projets à Madagascar, le projet ADAP de Cœur de Forêt et le projet Maquette et Nature Révolution. Alors, comme Charlotte l'a souligné, il y a tout un référentiel d'indicateurs qui a été défini, et comme les indicateurs sont très nombreux, on a sélectionné une liste restreinte d'indicateurs pour faire l'objet de cette phase test, en veillant à bien intégrer des indicateurs des 3 axes soulignés par Charlotte afin de garder cette vision holistique qui nous est chère. Oui, parfait. Et pour chacun de ces indicateurs, on a suivi 4 phases. On a tout d'abord eu une phase de capitalisation où on a fait le point sur les méthodologies et les outils déjà existants parmi les pratiques des porteurs de projets, puisqu'il y avait déjà des choses intéressantes existantes, et on s'est vraiment appuyé, comme ça a été souligné déjà, sur l'expertise complémentaire des 4 porteurs de projets. Donc notamment la biodiversité pour UMI, pour Nature Révolution, alors que Initiative Développement et Cœur de Forêt, on peut apporter sur les questions de gouvernance, de filière, d'agroécologie, etc. On a fait aussi un travail bibliographique pour voir ce qui se faisait aussi ailleurs, au-delà des porteurs de projets, parce qu'il y a des initiatives qui existent, bien que pas toujours adaptées aux petites et moyennes associations et pas toujours adaptées non plus au contexte des forêts tropicales. Donc on a fait ce double travail de capitalisation en interne et bibliographique pour aboutir à des fiches outils, la deuxième étape. Donc des fiches outils pour chaque outil qui résume la méthodologie qu'on propose, avec les grandes étapes à suivre pour aboutir aux données, depuis la préparation jusqu'à l'analyse et l'exploitation et la visualisation des résultats. Et aussi des informations sur les ressources nécessaires pour mettre en œuvre ce protocole en termes de temps, en termes de ressources humaines, en termes financiers. Donc à chaque fois, notre objectif lors de l'élaboration de ces fiches outils, c'était de trouver un équilibre entre d'un côté l'accessibilité, faire en sorte que ce soit vraiment accessible à toutes les associations, même avec des moyens limités. De l'autre côté, la qualité et la robustesse de ce qu'on propose. Donc c'était vraiment à chaque fois trouver le meilleur compromis entre ces 2 éléments-là. Ensuite, on est passé à la phase de mise en œuvre, où on a testé les outils développés. Et je ne pense pas mentir en disant qu'on a vraiment mis les outils, on les a vraiment soumis à l'épreuve de jeu, en les soumettant à des contextes plutôt difficiles. Et ça a permis aussi d'établir en même temps la situation de référence pour les porteurs de projets. Donc pour faire ça, on s'est appuyé à la fois sur les équipes locales, des partenaires locaux, et on a travaillé aussi parfois en collaboration avec des prestataires, des scientifiques, des universitaires locaux pour pouvoir faire la mise en œuvre, toujours dans un objectif aussi de renforcement des capacités.
parce que ce qu'on a initié, on souhaite vraiment que ce soit inscrit dans le long terme, que ce soit juste le début. Pour mesurer les impacts, il faut du temps, parce que les impacts prennent du temps à se manifester. Et du coup, aujourd'hui, ce qu'on met en œuvre, on espère que ce ne sera que la première étape. D'où cet objectif de renforcement de capacité. Et alors, toutes ces personnes sur place aussi ont également contribué à l'amélioration des outils en apportant aussi leur retour terrain, et ce qui nous amène à la dernière phase, la phase de perfectionnement, où on a cherché à améliorer, à perfectionner les outils sur la base de cette première mise en œuvre sur les terrains. Donc on a commencé par une phase de capitalisation et on a reterminé par une phase de capitalisation. Et on cherche aussi continuellement à améliorer, à développer les collaborations pour justement améliorer les outils qui sont développés. Actuellement, on est en train notamment d'échanger avec l'IRD pour avoir ce regard et ce recul scientifique sur la méthodologie qu'on propose. On a déjà eu beaucoup l'expérience terrain qui a été mise en œuvre. Mais on cherche aussi à avoir ce regard critique et extérieur sur les outils proposés, avec notamment du coup la participation le 27 janvier prochain à une édition du Co Savez-vous organisée par l'IRD, qui sera un séminaire scientifique. Il y a un problème de micro. Voilà, et donc vous êtes tous invités également si vous êtes intéressés, et qui sera l'occasion justement d'échanger sur les dispositifs mis en place. Alors concrètement, sur le terrain, qu'est-ce que ça donne? Ça va être tout d'abord beaucoup d'enquêtes. On peut changer de diapositive. Oui, pardon, merci beaucoup. Avec en 2 ans, près de 1300 bénéficiaires consultés à travers de 3 pays. Avec notamment qui ont pu s'exprimer sur, entre autres, les conditions économiques, les pratiques agricoles, les pratiques de consommation de bois, ou encore les pratiques alimentaires. Et aussi, on a réalisé des enquêtes auprès des bénéficiaires directs, par exemple des personnes bénéficiaires de microcrédit, des acteurs économiques appuyés par les porteurs de projets, pour voir l'impact en termes de conditions de vie d'un côté. Et en parallèle aussi, on a pu réaliser beaucoup d'inventaires avec plus de 103 placés permanentes installées sur l'équivalent de plus de 9 hectares, sur laquelle on a pu réaliser des relevés d'anthropométrie, réaliser des analyses de sol, et on a pu aussi mettre en place, notamment côté nature évolution, des transects pour suivre les populations de lémuriens et les caméléons, et c'est un aspect qu'on va encore développer en 2026. Voilà. Et voilà, je pense que Est-ce que tu peux préciser le nombre de fiches outils? Oui, pardon, on a déjà on est autour de 25 fiches outils actuellement de réaliser. Ils sont répartis sur les 3 catégories. Et comment est-ce qu'ils sont aboutis aujourd'hui, ou il y en a encore qui... Ils sont encore en cours de consolidation, puisqu'on a terminé certains relevés encore la semaine dernière, donc voilà, c'est encore en cours de consolidation. Le travail qui est fait par Catalane est effectivement capitaliser et de former ensuite les équipes avec les méthodologies qui ont été identifiées dans d'autres cadres. Donc c'est un vrai travail de montée en compétences aussi des équipes locales qui s'imprègnent de référentiels et méthodologiques qu'on arrive à apporter. Très bien. Petite question, après 2 ans sur le terrain, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Oui, voilà, je vais afficher quelques images qui représentent un peu ce qui m'a marqué, entre autres, au cours de ces 2 ans. Alors c'est difficile de donner une réponse unique, mais je pense que je voudrais mentionner 3 choses. Et la première, ce sont les écosystèmes qui m'ont marqué. Si je devais mentionner un moment par projet,
Je dirais que déjà souvent c'est le premier contact avec les écosystèmes quand on arrive, comme par exemple à droite dans la forêt de Rolandzoun au Bénin, où tu arrives, tu montes sur une pirogue et tu as toutes les sensations, toutes les odeurs, tous les bruits de la forêt. C'est se retrouver au pied d'un au pied d'un arbre, un arbre géant au Sénégal, ou encore, si on passe au slide suivant, traverser des paysages tout à fait désertiques sur les hautes terres avec des savanes sans aucun arbre, et tout d'un coup arriver dans une forêt-galerie où on va être nez à nez avec un lémurien, ou encore être dans le Macaï et commencer une semaine de travail à 5h du matin dans une charrette à zébu et voir le lever du soleil. Alors, excusez-moi. Alors, du coup, des écosystèmes qui sont très impressionnants, mais aussi on le sait fragile, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous en êtes conscient. Moi, ce qui m'a marqué, c'est de parfois aller au plus profond des forêts, dans des endroits extrêmement inaccessibles, et de voir des traces de dégradation d'origine humaine, avec des traces d'incendie, de braconnage, de coups, parfois même des zones agricoles, en plein milieu de la forêt. Donc voilà, ça nous rappelle une fois encore de plus l'importance du type de projet qui est mené, et de suivre, de monitorer ses impacts dans le temps. Heureusement, en face aussi, il y a des super équipes sur place, et ça c'est la deuxième chose qui m'a marqué, ce sont les personnes. On va prendre une petite gorgée d'eau. En tout cas, ça me permet vraiment d'avoir un aperçu de ta mission, de ton voyage, et de voir qu'il y a des écosystèmes, des forêts, des savanes aussi, et des humains. Oui, je n'ai pas eu l'occasion de parler autant dans la forêt, donc beaucoup d'équipes qui travaillent, qui font des longues journées, qui travaillent du lundi au dimanche, qui parfois, voilà, de tôt le matin jusqu'à tard le soir, pour faire les nocturnes du travail, et qui apportent toujours plein d'idées aussi géniales. Donc c'est la deuxième chose qui m'a beaucoup marqué, et qui permet de faire face à ce qu'on a vu dans les affaires. Enfin, ce qui m'a marqué aussi, c'est la multiplicité des impacts. Alors, comme là on établit la situation de référence, on apporte peu d'éléments de comparaison. Et ce qui est intéressant, que par exemple, dans la forêt de Djila au Sénégal, il y a 10 ans, il y a un plan d'aménagement et de gestion de la forêt qui a été élaboré, qui nous permet d'avoir des éléments de comparaison. Et on voit que le nombre d'arbres par hectare dans la forêt a augmenté d'un tiers, alors même que il y a un plan de gestion qui a été mis en place pour permettre la gestion durable des ressources. Donc ça montre que les deux sont compatibles dans le cas par exemple du Sénégal. Sur les autres terres, si on passe au slide suivant, on a pu constater que 36% des ménages interrogés ont constaté une amélioration des conditions de vie au cours des 3 dernières années, contre 20% seulement dans le groupe témoin. Donc on constate quand même qu'il y a une différence qui est significative grâce aux actions qui sont menées. On voit aussi des impacts en termes d'adoption de pratiques, comme par exemple dans le Macaï, où 32% des personnes interrogées ont pu planter des arbres au cours de l'année écoulée, contre 16% seulement dans le groupe témoin, avec des premiers impacts qu'on commence à percevoir en termes d'accès aussi aux voies de chauffe. Et enfin, alors au Bénin, comme on vient à peine de terminer le travail, on n'a pas encore eu l'occasion d'analyser les données, je ne peux pas encore vous présenter des chiffres, mais du coup j'ai un verbatim à la place. Du coup j'aimerais vous dresser un peu le contexte. Donc on arrive chez cet apiculteur qui est un chanceur.
il y a des pièges qui sont en train de prendre la poussière dans un coin de sa maison. Et avant qu'on puisse même commencer à poser des questions, il souhaite d'abord nous montrer sa production de miel, nous expliquer comment ça a été produit. Avant même qu'on puisse passer aux questions, il nous confie que depuis que j'ai abandonné la chasse et la récolte de miel sauvage pour profiter de l'agriculture, mes entrées d'argent sont plus régulières. J'ai pu acquérir les compétences nécessaires à la fabrication d'un bon miel. Alors, on voit ici que les impacts peuvent être multiples. C'est pas toujours, oui, parfois ça se manifeste au niveau de la quantité de revenus, mais parfois ça prend des formes différentes. C'est aussi la régularité des revenus qui est importante. Parfois, les revenus n'augmentent pas, mais les bénéficiaires constatent des impacts positifs en termes de conditions de travail. Le travail qu'ils effectuent est beaucoup moins physique que ce qu'ils effectuaient avant, avec des conséquences positives sur les dépenses de santé. Donc même si les revenus n'augmentent pas, les dépenses diminuent en parallèle, et puis parfois ça va aussi au-delà avec des compétences qui sont acquises, desquelles ils peuvent être fiers, et aussi un vrai plaisir à effectuer les activités réalisées. Donc des impacts qui au final sont multiples et qui prennent des formes extrêmement différentes. Voilà. Merci. On a vu depuis nous présenter ce qui t'avait le plus marqué et peut-être les premiers résultats des enquêtes. Qu'est-ce qui, à ton sens, est le plus gros défi aujourd'hui que tu peux observer? Il y en a plusieurs. Difficile encore une fois d'en citer un seul. Mais je pense que ce qui résume pas mal de choses, c'est le décalage entre la théorie, le papier, ce qu'on imagine, et la réalité du terrain. Et notamment en termes d'accessibilité, par exemple. Pour commencer, voilà, on a beau disposer d'un véhicule 4x4 qui paraît sortir d'une publicité. Quand on est confronté à des pistes comme celle dans le Macaille, souvent on se retrouve à pousser le véhicule, à devoir sortir du véhicule pour l'alléger ou alors carrément on tombe en panne et il faut marcher 3 jours jusqu'au village suivant. Donc ça c'est une réalité terrain. Là on s'imagine prendre une moto, voilà, par exemple sur les terres ici, avec un bon équipement, un casque, etc. On ne s'imagine pas forcément devoir pousser la moto et faire des chutes de façon régulière. Et encore, là, c'est la saison sèche, donc on peut accéder à la forêt en saison de pluie, c'est un peu autre chose. Voilà. Quand on pense prendre une pirogue, glisser tranquillement sur l'eau dans une belle forêt marécageuse, on ne s'imagine pas devoir faire beaucoup de sport pour éviter tous les troncs d'arbres qui traversent la rivière et devoir se tracer un chemin à coups de machette et devoir sortir régulièrement de la pirogue pour essayer de trouver un chemin à travers la forêt. Et encore, ça c'est quand on peut y accéder avec des moyens de transport communs souvent. On n'a ni voiture, ni moto, ni pirogue qui peut accéder jusqu'aux endroits où on doit aller. Et du coup, là, il reste plus que la charrette à début ou la marche à pied. Et par exemple, le Macaille, on a pu faire plus de 200, je sais même plus, plus de 200 km à pied en charrette à début pour pouvoir faire les enquêtes. On a fait l'ensemble des enquêtes à pied ou en charrette à début. Et autant dire que, comme tu ne peux pas prévoir à l'avance les villages de ton arrivée, faute de réseau, tu espères toujours pas tomber sur un village où il y a une fête ou un village qui est en deuil parce que tu peux pas revenir très facilement à un moment ultérieur, malheureusement. Donc ça, c'est que l'accessibilité. Une fois arrivé à l'endroit voulu, bien sûr, il faut réaliser les relevés. Donc, on sait ce qu'on veut délimiter, par exemple, pour une placette d'inventaire. On a en tête la forme, les mesures, etc. Mais ce qu'on ne s'imagine pas toujours, c'est qu'il faut travailler sur des placettes avec de l'eau parfois qui monte jusqu'à hauteur de poitrine, comme dans la forêt d'Erlandzoon, ou sur des placettes presque à la verticale, où c'est extrêmement difficile
d'avancer. Pareil, quand on commence à mesurer, à prendre des mesures nanométriques, la hauteur et les diamètres des arbres, on sait quelle est la théorie. En pratique, on va tomber sur des arbres avec beaucoup d'irrégularités, des arbres avec des contreforts qui peuvent monter jusqu'à 5 mètres de haut. Donc pour mesurer la hauteur, c'est assez compliqué. Pour mesurer le diamètre, excusez-moi. Ou encore des ficus avec des racines aériennes qui partent dans tous les sens et presque à la verticale, et tu ne sais même plus où est le tronc, où est la racine. Toujours des défis à affronter. Et pareil pour tout ce qui est analyse de sol. Dans l'idéal, on sait quel est le meilleur moment pour réaliser les relevés et pouvoir faire les analyses de sol pour pas avoir un sol trop dur, mais si l'accessibilité du terrain ne le permet pas, il faut venir à d'autres moments et creuser des trous sous le soleil, et c'est pas toujours évident non plus. Voilà, pour la petite anecdote, je demande toujours aux prestataires avec qui on travaille quelle est la forêt la plus difficile dans laquelle ils ont l'occasion de travailler. Ils me répondent toujours que c'est la forêt dans laquelle on se trouve à ce moment-là. Donc autant dire que vraiment on a choisi les terrains les plus difficiles et les plus exigeants pour tester les protocoles. Et voilà, tout cela, ça rejoint aussi une autre difficulté qui est bien sûr... et voilà, il ne faudra pas que j'oublie cet aspect-là, donc ça c'était juste pour ce qui est inventaire, mais c'est la même chose, vaut tout à fait pour les enquêtes socio-économiques. Quand on a comme objectif, par exemple, de mesurer les revenus, de mesurer la superficie, la surface cultivée ou encore la consommation de bois, et qu'on veut quantifier ces aspects-là, on ne peut pas tout simplement venir sur les terrains avec une question et demander combien est-ce que vous avez gagné au cours des 12 derniers mois. Ça ne marche pas comme ça. Il faut s'adapter au contexte local et notamment des contextes où la plupart des personnes n'ont pas eu l'occasion d'aller à l'école, ne maîtrisent pas l'écriture, la lecture et n'utilisent pas les mêmes unités que nous. Donc on ne peut pas demander aux gens de raisonner en termes d'hectares, de francs CFA, etc. parce que ce n'est pas forcément des choses qui vont leur parler. On risque de collecter des informations qui sont très loin de la réalité. Donc il faut s'adapter, il faut prendre des unités locales comme les élus, le nombre de charrettes, etc. Aussi, on s'appuie beaucoup sur des supports comme par exemple des images, des pierres pour représenter les revenus ou la proportion, les proportions et les évolutions de revenus, ou encore tout simplement des tas de bois pour pouvoir estimer la quantité de bois de chauffe utilisée. Voilà, pareil, c'est exactement la même chose que pour les inventaires, il faut s'adapter sur le terrain. Et c'est là que les tests qu'on réalise sont très utiles parce que ça nous permet de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas et comment on peut améliorer les outils mis en œuvre. Et puis ça rejoint aussi, je pense, à une autre difficulté, et c'est, ça a déjà été souligné plusieurs fois, les difficultés liées au manque de temps, de ressources, parce qu'une fois qu'on a collecté toutes ces données-là, il reste aussi encore à les analyser. Et là encore, souvent, les associations manquent de temps pour réaliser ce travail et pouvoir exploiter, valoriser et tirer les leçons des données qui ont été collectées. Donc c'est pour ça qu'on est extrêmement content aujourd'hui de pouvoir travailler avec Data for Good. On travaille actuellement sur la création d'une plateforme de visualisation de données. Et ça va, je pense, être extrêmement utile aux porteurs de projets puisque ça va permettre ça va leur permettre d'avoir accès à une plateforme qui permet de faciliter la visualisation des informations collectées, d'avoir accès à des supports parlants, interactifs et de pouvoir piloter beaucoup plus facilement les projets avec les informations qui ont été collectées. J'espère que vous penserez à tout ça une fois que vous avez un rapport avec des indicateurs. Parce que tu as extrêmement bien, je trouve, présenté la théorie, la
comment est-ce qu'on fait sortir des indicateurs un peu type et la pratique de comment est-ce que sur le terrain on va vraiment aller les mesurer à dos de Zébu, Charette, Pirogue. C'est vraiment la réalité et je trouve que le travail qui a été fait par Catalane est extraordinaire parce qu'elle est dans toutes les situations et in fine on arrive à avoir des données scientifiques qui sont robustes et qui permettent vraiment ensuite de pouvoir analyser et d'améliorer les projets et à terme de pouvoir même vous présenter les évolutions dans le temps. Ce qui est très difficile et assez ingrat avec la mesure d'impact, c'est que tout ce travail-là, c'est le T0. C'est-à-dire que c'est un état initial et il faudra revenir dans plusieurs années pour ensuite voir vraiment l'impact des projets. Mais c'est déjà un vrai changement, je pense, de réflexion pour nous entrepreneurs de projets, parce que ça nous ouvre et ça nous met peut-être aussi la réflexion sur ce qu'on veut faire. Qu'est-ce que tu peux dire pour justement convaincre de l'importance de mesurer l'impact? Est-ce que après 2 ans là, sur le terrain, tu trouves que c'est utile, politique? Qu'est-ce que tu veux me dire à ce sujet? Oui, alors peut-être revenir juste en arrière sur la diapositive d'avant. En fait, je dirais que la mesure d'impact, c'est pas seulement important, en fait, c'est indispensable. Alors si on peut réavancer, pardon, de diapositive. Voilà, j'ai un petit peu plus jusqu'à l'image avec la pirogue. En fait, j'aime bien comparer le travail qu'on fait au final avec une pirogue. On peut avoir une pirogue qui avance très vite, qui encore un tout petit peu plus, qui avance très vite, qui est bien chargée de marchandises, de personnes, etc. Oui, et voilà, parfait, super. Par contre, si on ne sait pas, si on avance dans la bonne direction, tout ça, ça ne sert à rien. Et je pense que c'est exactement pareil pour les projets de préservation et de restauration de forêt. On peut planter, avoir une très bonne visibilité sur les activités réalisées, sur le nombre d'arbres plantés, sur le nombre de personnes formées. Mais au final, si on ne sait pas si ça nous permet d'atteindre les objectifs finaux, tout ça, ça ne servira à rien. Donc vraiment, la mesure d'impact, je pense que c'est crucial pour pouvoir regarder si on avance dans la bonne direction ou pas. Et ça permet aux associations de savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas ou ce qui marche moins bien, et de pouvoir améliorer et piloter les actions en fonction de cela. Donc c'est vraiment crucial. C'est important aussi dans une perspective de redevabilité envers les bénéficiaires, envers les partenaires techniques et financiers des projets qui sont menés, ce qui leur permet d'avoir un retour sur les actions qu'ils ont contribué à mettre en œuvre. C'est très important aussi pour mobiliser des bénéficiaires qui peuvent avoir envie de s'intégrer à la dynamique en cours s'ils constatent des impacts que ça peut avoir sur les vies des autres personnes qui sont impliquées dans le projet. Ou aussi pour mobiliser de nouveaux partenaires qui peuvent s'engager en toute connaissance de cause pour les projets qui sont menés. C'est important aussi pour valoriser le travail de toutes ces personnes dont je vous ai parlé antérieurement et qui contribuent à la mise en œuvre de ces actions et qui font un travail considérable qui mérite aussi d'être valorisé. Et enfin, ça permet, je pense, de donner une voix aux bénéficiaires des projets qui sont menés. Je pense par exemple aux bénéficiaires. Nous, on ne réalise pas seulement des mesures de type quantitatif, on ne pose pas seulement des questions fermées, mais aussi beaucoup de questions ouvertes pour avoir un retour sur le ressenti des bénéficiaires qui sont aussi les premiers concernés par ces projets et dont l'opinion compte et qu'il est important de prendre en considération. Donc bénéficiaires humains, mais aussi donner une voix au final aux bénéficiaires qui ne peuvent pas s'exprimer différemment, qui sont la faune et la flore aussi, auxquels on s'intéresse également, sur lesquels on cherche à collecter des données pour voir si au final les projets qui sont menés bénéficient bien à ces bénéficiaires-là.
Donc c'est un travail, on l'a vu, qui est ambitieux, mais qui est vraiment crucial, indispensable, et qui, je pense effectivement, ne peut se faire presque que de façon collective. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'on tient à remercier du coup l'ensemble des parties prenantes de ce projet et également tous les partenaires qui par le passé ou qui aujourd'hui contribuent à la mise en œuvre de cette mission qui sort un peu de l'ordinaire, mais on l'a vu, qui a vraiment son importance. Maison du Monde, la Fondation EDF, la Fondation Yves Rocher, 1% pour la planète, le Poignet Vivant, Michelin, Kodali et aussi les partenaires techniques, Make Sense, Regen Studio qui appuie le projet à travers le programme Regen Accelerate et aussi Data for Good avec qui on travaille sur la visualisation des données. Voilà, donc un travail considérable, mais qui s'est fait de façon collective et qui n'aurait pas, je pense qu'on n'aurait pas pu aller jusqu'à ici sans ce travail collectif qui est mené.